Quand on parle des mini-maisons ou tiny house, on évoque très rarement la partie foncière, c'est-à-dire où installer sa mini-maison. Le projet que vous allez voir vise à rendre plus accessible l'acquisition de mini-maisons et veut promouvoir un changement dans le statut des tiny houses pour qu'elles deviennent des maisons comme les autres. Et changer le système est aussi difficile qu'on peut l'imaginer. L'histoire, c'est que ça a pris 6 ans de recherche à travers le Québec, à visiter plus d'une trentaine de municipalités. Ça a pris 14 mois à payer le terrain, ça a pris 18 mois à changer le zonage, ça a pris 10 mois avant d'avoir le permis pour la route. Je suis Claude Trépanier, directeur du développement chez Habitat Multigénération, un organisme à but non lucratif d'économie sociale qui réalise des projets de développement domiciliaire de mini-maisons écologiques à travers le Québec. Nous sommes sur le premier projet à Lantier, entre Sainte-Agathe et Saint-Donat. C'est un terrain boisé de 165 acres et on regroupe les lots de 16 000 pieds carrés chacun par groupe de 6. On appelle ça un hameau et les gens peuvent partager du terrain, des infrastructures pour vivre une vie plus saine, plus abordable. Présentement, il y a 3 résidences qui se construisent cet été. Ça va leur revenir en 95 et 114 000, tout compris. Terrain, maison, puits artésien, fosse septique, champ d'épuration. Nous, on cherche à atteindre des prix variant de 100 à 120 le pied carré, tandis qu'en général, les maisons ont 150 200 le pied carré. Et des terrains, ça gagne en valeur. Tandis que vous payez en hypothèque, en taxes, en chauffage, vous perdez de l'argent. On a cherché des plans pendant plusieurs années. Des plans de maisons solaires passives abordables, construisibles en atelier. C'est vraiment très, très spécifique parce que c'est ça qui coûte le moins cher à construire et à chauffer. On voulait avoir des maisons sur fondation parce qu'on ne croit pas vraiment à la pertinence d'avoir des maisons sur roues, à moins vraiment de cas exceptionnels parce que c'est quand même 5 000 une remorque. On a mis les murs en bois en double ossature avec de la cellulose, donc du papier journal déchiqueté comme isolant, ce qui est quand même abordable et un bon facteur de résistance thermique. Et à l'intérieur, c'est un toit à pente unique. Donc l'avantage, c'est que le mur sud est plus élevé que le mur nord, donc pour avoir une deuxième rangée de fenêtres, pour avoir de l'apport de la lumière qui chauffe la maison. Donc ici, la particularité, c'est que ce sont des planches d'une maison centenaire qui a été débâtie à Lantier, à 2 km d'ici. Vu qu'on a moins de pieds carrés, moins de surface à couvrir, les gens vont opter plus pour des matériaux naturels comme le bois, la pierre, parce qu'il y a moins de pieds carrés, donc ça coûte moins cher, fait qu'ils s'en permettent un peu plus. La plus grande difficulté, le plus gros défi qu'on a à rejoindre dans une mini-maison, c'est d'accueillir tout l'espace au complet, de l'utiliser au complet, puis d'avoir plusieurs usages à un meuble ou à un mur. En région montagneuse, là, c'est un plus grand défi faire la route, là, c'est sûr. On est allé par étapes, on a fait un petit bout facile. Puis maintenant, on est en train d'évaluer les soumissions reçues d'excavateurs. Il va y avoir du dynamitage à faire ici. Donc nous, il a fallu faire affaire avec un ingénieur civil spécialisé dans les infrastructures, un biologiste, un consultant en urbanisme, un arpenteur géomètre, un notaire, un agronome spécialiste de la culture de champignons en polyculture, une spécialiste de l'efficacité énergétique des serres, aménagement paysager comestible, clôture végétale nourricière, abri phonique. C'est de la grosse infrastructure, là. Souvent, on rencontre des gens qui nous disent qu'ils ont rêvé à ce mode de vie-là depuis plusieurs années, puis qu'ils n'avaient jamais rien trouvé qui leur convenait. Jamais. C'est pas des villes qui inventent des nouveaux projets domiciliaires pour mieux répondre aux besoins des gens. Il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent et s'organisent de façon professionnelle pour le documenter et le promouvoir et le réaliser. Il faut savoir qu'est-ce qui nous irrite, qu'est-ce qui freine le mouvement. Et moi, nous l'avons documenté et on fait du lobbying cas par cas auprès des ministères ou d'organismes comme la financière agricole, le ministère de l'Environnement, parce qu'on aimerait que nos résidents puissent avoir des toilettes au compost à l'intérieur, ce qui est présentement interdit. Ils nous disent pas pourquoi, mais c'est comme une tradition d'avoir des toilettes à l'eau. Mais ça consomme trop d'eau
Et puis, nous, ce qu'on trouve le plus simple, le plus écologique, c'est éprouvé même ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde, c'est séparer l'urine des excréments et de les traiter sur place. En décembre 2014, on discutait comment on pourrait faire avancer le mouvement, gagner plus de sympathisants, gagner des gens à notre cause. On a eu l'idée de créer un festival où les gens viendraient visiter des mini-maisons. C'est la billetterie du festival. Cette affiche-là cache la fenêtre à travers laquelle les gens achètent leurs billets. On pourrait l'appeler la nano-maison. On s'est dit que si plusieurs fabricants de mini-maisons, de micro-maisons, si des promoteurs immobiliers, si des fournisseurs de plans de mini-maisons se mettaient tous ensemble, on gagnerait en visibilité, ça attirerait beaucoup de gens et ça rendrait le mouvement plus concret, plus convaincant. Et c'est ça qui s'est avéré. Donc, depuis le festival, la première édition du festival en juillet 2015, il y a au moins 6 à 9 municipalités au Québec qui ont annoncé qu'elles acceptaient des projets domiciliaires de mini-maisons.